Bienvenue dans un autre PDG Pod avec Charles Hamel. Charles, c'est le PDG de CFDF, that is promo, CFDF promo. Il fait des objets promotionnels dans le fond pour les entreprises, donc des crayons, des casquettes, des coton watté et tout le kit, du swag comme on dit en anglais pour avoir un peu plus de branding, un peu plus de sentiment d'appartenance puis de coolness. Il est dans le jeu présentement, période temps des fêtes, donc beaucoup de commandes. Aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que Charles bâtit cette entreprise-là, le parcours de Charles, qui est un gars de vente un peu comme moi. Les deux, on a étudié à l'EG, fait que plusieurs similitudes ici. Je suis excité de démarrer cette convo-là avant qu'on commence la discussion. Ce podcast-là est présenté par podpire.com, qui est ma compagnie de podcast. Donc, si vous avez besoin d'une agence pour vous aider, démarrer un podcast, lancer un podcast, scaler un podcast, vous pouvez aller sur podpire.com. Charles, welcome to the pod. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à toi et par rapport à ton entreprise CFDF Promo? Bien sûr, merci beaucoup pour l'invitation, Charles, très apprécié. Pour un petit parcours de moi, dans le fond, j'ai commencé comme mécanicien industriel dans la vie, mais tu sais, je performais dans le domaine, mais j'ai toujours eu le sentiment un petit peu d'imposteur. J'ai tout laissé tomber, j'ai commencé à faire de la vente 100% porte-à-porte, payé 100% commission, autant été comme hiver, fait que ça a été rough, mais ça a été la plus belle école. J'ai fait mes classes là-dedans, devenu l'un des meilleurs au Canada, monté une équipe qui est devenue la meilleure au Canada également. Puis ça a développé mon spark entrepreneurial et mon laser focus m'a permis de développer. Puis ça m'a amené dans le monde du promotionnel, développer CFDF Promo. Puis maintenant, on travaille à travers le Canada et les États-Unis pour aider les entreprises et les organismes à but non lucratif de maximiser leurs articles promotionnels. C'est drôle le porte-à-porte, hein, parce que tu regardes ça culturellement, puis ça vient des States, puis en Europe, c'est très rare que les gens font du porte-à-porte. Au Québec, c'est drôle parce que c'est toujours. J'ai plusieurs amis qui ont commencé dans le porte-à-porte. Moi, j'ai commencé pas dans le froid et en utilisant mes jambes pour marcher d'une porte à l'autre, mais en faisant 200 cold calls à chaque jour. Fait que c'était aussi dans le froid, entre guillemets. Puis je me souviens que c'était en hiver, puis je checkais les chars sur l'autoroute, puis j'étais comme, shit, est-ce que je vais mourir? Parce que je faisais des appels en anglais, puis c'était des ingénieurs, c'était des architectes, fait, puis ils riaient un peu de ma gueule avec mon accent français quand je faisais ces appels-là, mais ça m'a aussi formé, puis ça m'a donné une genre de carapace, puis bien entendu, je pense que les ventes, c'est comme le meilleur background pour se partir en affaires parce que c'est le first step, right? Si t'es bon Je en pense aussi. opération, ouais, tu vas pas être un fire starter vraiment. Le 0 to 1, c'est toujours ma force, puis je me cherche des CEO qui sont capables de faire du 1 to 10, par exemple, puis du 10 to 100 eventually. Dans ton cas, quelles expériences est-ce que ça t'a amené? Est-ce que tu as des histoires à me conter par rapport au porte-à-porte? Puis, quelles skills précisément ça t'a donné pour te lancer en affaires, chronologiquement? C'est une grande discipline, puis d'éliminer la peur la peur du rejet, la peur de se faire dire non. Parce que tu veux pas en porte-à-porte, de loin, la forte majorité, c'est toujours négatif. Puis quand tu rentres dans un commerce chez quelqu'un, tu le déranges pendant qu'il fait ses ventes, qu'il gère ses clients pour l'interrompre puis faire comprendre qu'il faut qu'il t'écoute parce que tu as quelque chose de bon pour lui. Fait que des fois, c'est vraiment juste une question de timing. C'est d'apprendre à lire aussi le client, si c'est le bon moment ou pas, ben tu reviens, c'est tout. Mais surtout, le gros point fort de ça, c'est de ne pas avoir peur de se faire dire non, puis de chercher le plus de non possible, parce que la loi de la moyenne, au final, c'est sûr qu'il va en avoir un oui. Puis puis cette théorie-là s'applique dans n'importe quel autre type d'entreprise ou n'importe quel autre type de vente. Fait que quand au lieu de chercher toujours le oui, ben, tu cherches le nombre de non, puis le oui va être inévitable. D'accord avec ça. Tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que même si tu es né cave avec peu de neurones dans ta tête, si tu fais juste hustle puis tu mets le temps, l'énergie, puis tu n'as pas peur que tu rejettes, tu vas hit un success rate eventually. Tu as peut-être, je sais pas, 3% de
chance de succès. Si tu as une tête sur les épaules, tu as peut-être 6%. Mais le truc avec les gens qui sont intelligents habituellement, ils ont un ego, puis ils sont comme ah, je vais pas me saler les mains, puis éventuellement, puis ils vont jamais aller trouver ce succès-là. Fait que dans le cas de ton entreprise, à quel point, comment est-ce que tu as démarré l'entreprise suite à ça? Puis à quel point est-ce que, ben, d'un, c'est quoi l'adversité que tu as eue quand tu as démarré cette entreprise-là? Puis à quel point est-ce que tu as su que, OK, oh shit, j'ai hit le success rate présentement, puis wow, je suis rendu là. OK. Ben, pour répondre à ta question, ça a plus commencé après le porte-à-porte. J'ai commencé à faire de la consultation en vente, autant dans des concessionnaires, une compagnie de meubles, puis j'ai tombé comme directeur chez une compagnie d'articles promotionnels. Je connaissais absolument rien. Puis eux autres, ils venaient de faire l'acquisition de l'entreprise, puis il y avait besoin de quelqu'un pour augmenter les ventes. Puis on a augmenté les ventes au plus de 40 par année pendant 3 années d'affilée, fait de l'acquisition de bâtisses, de machinerie, monter une grosse équipe. Puis finalement, au bout de ça, ben, ils m'ont offert un partnership, mais c'était une entreprise familiale, puis je ne sentais pas ma place vraiment là-dedans. Fait que je suis juste parti. J'ai voulu prendre quelques mois de congé puis continuer à voyager. Puis finalement, il y a des gros comptes qui m'appelaient quand même personnellement. Puis je le disais d'aller où il était dans l'entreprise précédente. Puis il me disait non, je veux rien savoir. Moi, je fais affaire avec toi. Je suis comme, ben, je suis plus là-dedans. Ben, organise ça. Fais quelque chose, moi, j'achète ça de toi. Fait que ça m'a de loin poussé le dos au mur à partir une business. Puis où ça m'a apporté à faire dans le sens de où j'avais le premier sentiment d'avoir réussi, c'est quand d'autres clients continuaient de m'appeler quand même, puis ils ne savaient même pas, puis il y avait juste besoin de quelque chose, puis ils m'appelaient en sachant que j'allais pouvoir leur offrir la ressource, peut-être pas nécessairement à l'interne, mais que j'étais là pour les aider. Puis finalement, la business va continuer de rouler. On a fait le gros de notre boss avec le bouche à oreille. Puis on a développé à travers le Canada, maintenant les États-Unis. Puis on développe des nouvelles divisions également. Nice. Puis t'avais pas de non-compete avec ton ancien employeur, il était pas piste que tu t'aies fait affaire avec ses clients à lui, quote unquote? Ben, non, ça avait quand même bien été parce que ces clients-là, c'est moi qu'ils avaient acquis de toute façon personnellement. C'est sûr que je les avais rentrés dans sa business, mais j'ai dit appelle les clients si tu veux, demande-leur de continuer de faire affaire avec toi, mais au final, ça reste le désir du client. Si tu appelles le client puis il dit non, je fais affaire avec Charles uniquement, ben, t'as beau y tordre le bras, il ne rachètera pas chez vous, là. Fait que ta business de ces jours-ci, ça a l'air de quoi niveau prospection? C'est quoi tes techniques de prospection? Est-ce que c'est des appels? Est-ce que c'est des courriels? Tu as combien de clients présentement? Puis t'en signes combien de nouveaux habituellement par année? On signe à peu près entre 5 et 600 nouveaux clients par année. On se tient dans les 2000 clients actifs environ. Mais dans notre domaine, c'est pas tellement du récurrent. Il y a des gens qui achètent juste aux 2 ans. Il y a des gens qui achètent aux 6 mois, aux années, ou aux besoins. Ça dépend vraiment, ou juste quand il y a des nouveaux employés, ou je veux dire ça, dépend vraiment de l'industrie. Euh, Prospection, on n'en fait pas tellement pour être bien honnête. On manque de temps pour faire ça. On se concentre vraiment pour répondre à nos clients parce que le gros dans notre domaine, on ne réinventera pas la roue en article promotionnel. On va se dire vraies affaires, là. C'est pas mal tous les mêmes produits, services un peu partout. Fait qu'on essaie de se différencier en étant dans le moyen à haut de gamme, puis surtout en se concentrant sur le service. Fait que pour nous, répondre à nos clients dans un temps record, c'est primordial. On continue quand même à faire de la sollicitation, acquisition clients par rapport à nos emails, sollicitations, médias sociaux. Puis principalement, notre grosse acquisition client, c'est par rapport à Google avec du Google Ads. OK, puis c'est beaucoup de clients, 500 par année, mais ça peut être des petites commandes, puis ça peut être des small scale entrepreneurs. Comment est-ce que tu peux faire compétition à un géant comme Canva, par exemple, qui commence à entrer dans les articles promotionnels, puis que c'est incroyablement facile? Commander un t-shirt d'eux, ils ont le brand, ils ont la confiance, ils ont le software pour faire les designs. Comment est-ce que tu compites avec ça? Est-ce que nowadays, c'est Canva. Moi, dans mon temps, c'était Gildan que je faisais mes prints puis mes promotions pour les t-shirts, right? Puis je pense qu'il y a d'autres sites qui sont assez gros que je me souviens plus. Donc, comment est-ce que tu fais compétition avec ces géants-là? Les gros dans le domaine, c'est vraiment les plus gros, c'est Vistaprint et 4imprint.
dans le domaine. Puis en toute transparence aussi, on a les mêmes fournisseurs. Il y en a un, c'est le plus gros mondial. Il possède les usines en Asie pour faire la fabrication, fait shipper en Amérique du Nord, personnalise directement dans les autres usines de personnalisation ici, puis ship chez nos clients directement. Fait que c'est encore plus dur de compétitionner quand on offre exactement le même produit. C'est là où je ramène encore le service. Service, service, service. Il y a pas d'autre solution parce que le produit, pas toujours le même, mais majoritairement, ça reste sensiblement la même chose partout. Tu achètes un stylo blanc d'une compagnie ou un stylo rouge de l'autre, ça reste un stylo pareil. C'est comment tu as été servi au final qui change la donne. Right. Puis les marges là-dessus, la dernière fois, on parlait, c'était comme 50%. C'est une business de 2-3 millions par année, je pense que tu me disais. En moyenne. On OK. essaie de toujours augmenter, mais en toute transparence aussi, là, depuis là, c'est sûr, c'est notre grosse saison. Là. Le temps des fêtes, c'est là où on fait notre année. Mais on voit un pullback des entreprises. Puis je suis quand même proche avec une couple de clients aussi dans des corporations mondiales, puis des banques. Puis même eux, ils me le disent, le budget est soit qui est coupé à 100%, qui se concentre juste à faire du team building, pas de promotionnel, ou que le budget de promotionnel est vraiment coupé, serré. Fait que c'est. Il y a un pullback très clair dans notre domaine, mais on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu par rapport à notre service. OK. Fait que qu'est-ce que tu vas faire avec cette compétition-là, quote-unquote, le service, puis le pullback, entre guillemets, comment est-ce que tu vas t'adapter à ça? On est déjà adapté d'un sens pour aller plus en ligne, pour faciliter le processus d'achat de nos clients. C'est sûr que les gros, ils le font déjà aussi, évidemment, Vistaprint, 4imprint, mais pour le côté local, national, il n'y a pas des tonnes qui ont eu la capacité de faire un investissement majeur comme ça dans le web pour mettre au-dessus de 4000 produits personnalisables en ligne et livrables à porte, Canada, US. Fait que ça, c'est un de nos gros avantages pour en ligne. Sinon, ben, c'est tout nouveau. Il n'y a personne qui le sait encore. On fait du marketing. On a une division qui s'appelle CFDF Marketing. On fait du digital marketing pour une petite poignée de clients. On ne l'advertise pas, on n'a pas de site web, on n'a rien encore parce qu'on sélectionne vraiment nos clients. Euh, Puis là, c'est de quoi qu'on va pousser un petit peu plus rendu en 2024. Fait que c'est une autre division qui va quand même main dans la main aussi parce que nos clients de promo en ont besoin. Et on va pouvoir aller chercher des clients de marketing qui vont aussi avoir besoin de promo. Et on va être vraiment très sélectif pour bien répondre à nos clients. Quand tu dis on, t'as un partner puis une couple d'employés, c'est ça? Ben, j'ai pas de partner, c'est moi qui est 100%. J'en avais un au départ et je l'ai acheté en mai 2022. Je suis propriétaire à 100% de ça. J'envisage de mettre quelqu'un dans l'équipe comme partner. J'ai un super bon directeur, dans le fond, que je veux lui léguer des actions pour le lock-in dans le business pour être sûr qu'il s'en aille pas. Puis pour me permettre de me concentrer plus sur la division marketing, je vais lui laisser le promo un petit peu plus, puis pouvoir développer le côté promo. Et ton ex-partner, c'est toujours difficile d'avoir un bon fit avec des co-founders. Fait que c'est quoi tes tips pour bien fitter avec un co-founder puis, ou un co-actionnaire? Et qu'est-ce qu'il y a à faire quand que le fit n'est pas là niveau achat d'actions? Définitivement de la paperasse bien fait, ça va sauver une vie. Puis un partnership, tu le sais, c'est comme un mariage. Fait que c'est important que les papiers de mariage soient bien faits parce que c'est pas quand ça va mal qu'on se penche sur la paperasse. Là. C'est, faut quand ça aille bien que tout soit déjà fait en bonne et due forme. Fait que c'est beaucoup plus facile de bien, que ça soit bien fait sans bisbille à ce moment-là. Pour trouver le bon fit, j'ai pas de remède miracle. C'est sûr et certain que, comme dans une relation, encore une fois, ça peut fonctionner pendant un certain temps. Puis après qu'on a essayé de réparer la situation, si ça fonctionne plus, on n'a plus la même vision, ben, c'est sûr que vaut mieux prendre un chemin chacun de notre côté puis continuer notre vie heureux. There you go. Tu es un gars qui a voyagé aussi, tu manages ta business à distance. Comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Puis c'est quoi tes plans de niveau digital nomadism? Ayant parti la business en janvier 2020, il n'y avait pas de COVID encore, mais ça s'en venait très rapidement. Ça a bien fait. Ben, justement, comme tu dis, j'ai voyagé beaucoup. Je suis allé me promener plusieurs mois au Mexique, en Europe, ainsi de suite. Fait que la business est déjà toute montée pour être
gérable à distance. Fait qu'on va toujours continuer comme ça. Tous les employés travaillent 100% remote de partout dans le monde aussi, en autant que les clients sont bien servis, c'est le numéro un. Puis les autres qui ne travaillent pas avec les clients, qui sont plus du côté marketing, mais en tant son temps que tout est posté à temps et que la tâche est remise au bon moment, un peu dans le même ordre d'idée que Google, ben, tout le monde est content puis on ne s'estime pas avec ça. There you go. Puis tes objectifs pour 2024, l'agence en tant que telle, comment est-ce que tu comptes poursuivre la croissance de ton entreprise principale? Est-ce qu'on parle d'investir plus dans AdWords? Est-ce qu'on parle de A/B test, je sais pas, du cold email, de se remettre à faire des appels? Quels sont tes objectifs de croissance principale pour 2024? Un autre bon 20% dans le monde du promotionnel, ça serait bon. C'est quand même rationnel considérant le pullback qu'on a actuellement. Pour l'acquisition client, on utilise des sites de tracking qui traquent les entreprises qui vont sur le site web. Fait qu'on a des numéros de téléphone, on n'a pas les courriels, parce que protection de données, mais on a un numéro de téléphone de l'entreprise. Fait que ça nous permet de les appeler, puis de sélectionner, ben, de trouver la bonne personne qui cherchait des articles promo. On peut mieux targeter à ce moment-là. Fait que oui, faire des appels, de retomber sur le téléphone, c'est sûr, c'est toujours bon parce que ça permet de meilleure proximité avec les clients. Puis on ressent que les gens aiment beaucoup ça aussi parce que beaucoup de clients de chez Vistaprint et Formprint nous appellent parce qu'ils n'ont pas cette proximité-là. C'est une multinationale, tu ne peux pas avoir un coup de téléphone puis parler à quelqu'un en un coup de fil. C'est pas si simple que ça, malheureusement. Puis en plus d'avoir les réponses aussi, tu peux parler à quelqu'un, mais tu n'as pas de réponse, c'est un peu inutile. Puis le côté division marketing, je dirais de monter un 200 clients solides pour 2024. Se faire une bonne base avec ça, ça serait bien. On va avoir beaucoup de nos clients promotionnels vont aussi être dans le côté marketing. Acquisition client marketing, c'est sûr, on va faire la même chose évidemment. Dans le Google Ads, on va faire du mass mailing également. Puis il va avoir le téléphone va quasiment prendre feu parce que c'est moi qui vais embarquer là-dessus. C'est quoi tes trucs niveau cold call puis pour faire des appels en feu comme tu fais? C'est de faire des listes d'avance, d'être préparé d'avance, d'avoir les numéros de téléphone, les noms et un petit résumé du profil pour avoir déjà un petit quelque chose à aborder un sujet, puis d'offrir quelque chose principalement. Parce que nous, de notre côté, notre acquisition client, on offre un free trial. On n'offre pas il n'y a pas de frais d'ouverture de dossier ni rien. Il n'y a aucun frais de management. On va te montrer c'est quoi les résultats. Tu aimes les résultats qu'on te donne en frais de lead, de vente, quoi que ce soit que tu as envie d'avoir ben, tant mieux. Par la suite, on peut continuer, on s'entend sur un prix, puis on continue ensemble. Si tu n'aimes pas les résultats qu'on t'a donnés, ben, tant pis, ça ne t'aura rien coûté. Et nous, on continue de notre côté. Mais c'est pas arrivé encore. De ton côté, c'est quoi tes habitudes de vie, ton day-to-day a de l'air de quoi pour être productif puis scaler en tant que PDG? J'essaie fortement de tenir une routine très solide. Je suis quelqu'un considéré assez discipliné. Tous les matins, c'est cold shower à 5h30. À 6h30, je suis rendu au gym. Je fais 1h30, 2 heures. Et après, je reviens, travail 9 à 9 environ. De ce temps-ci, des fois, c'est un peu plus encore. Puis, ben, vu que je travaille de la maison, ben, j'ai la chance d'avoir une conjointe très compréhensive qui m'aide aussi dans la bouffe, dans le day-to-day. Fait qu'on on prend des temps de manger ensemble. Et le soir, ben, je refais ma révision, on va se coucher, puis on recommence. Fait que du lundi au vendredi, c'est pas mal entraînement et travail. T'es jeune présentement, c'est quoi les objectifs de vie que tu aimerais accomplir dans les 50 prochaines années? Continuer de développer la business, évidemment, pour que ça soit la vache à lait de mon immobilier. J'ai déjà quelques portes dans l'immobilier ici au Québec, mais j'aimerais ça investir aussi à l'étranger. On en avait parlé vite fait la dernière fois d'investir principalement dans les Caraïbes ou au Mexique. Je commence déjà à regarder ça, Panama, Bahamas ou Mexique. Ça serait vraiment de bâtir un beau parc immobilier au Québec, finir un parc immobilier au Québec de trentaine de portes, puis d'investir à l'étranger également dans des condos, des beach houses.
Fait que l'immobilier, ça me passionne vraiment. Puis à date, c'est des investissements que j'ai faits qui ont super bien été. J'ai investi dans la crypto, la bourse, j'ai fait du day trading pendant presque un an, mais ça a pas fonctionné de mon côté. Autant que j'ai pu en faire, j'ai pu en perdre. Fait que maintenant, je me concentre sur ce qui fonctionne. Fait que pour répondre à ta question, clairement, ça va être de développer la business, d'investir dans l'immobilier, puis de pouvoir clairement vivre de mes investissements. Où est-ce qu'on peut en trouver plus par rapport à toi, Charles, puis par rapport à ton entreprise? Qu'est-ce que tu côté plus personnel où tu me vois plus tard? Ouais, ton site web, où est-ce qu'on peut te trouver? Ah, ok, excuse-moi, j'avais pas compris. Site web cfdfpromo.com. C'est Canada-US, vous allez nous trouver un peu partout. On est sponsorisé sur Google, fait que ça devrait sortir assez facilement. Vous pouvez nous trouver sur tous les médias sociaux, Facebook, Instagram, ainsi de suite. Et moi, personnellement, ben, Charles Hamel, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, Facebook, Instagram également.